Carole Barjon, David et Pascal, vous restez avec nous. Place maintenant aux partis pris. Les partis pris ce soir avec David Revaud-Dallon, avec Pascal Perry donc, et Abnous Chalmani qui nous rejoint. Bonne soirée à tous, mais vous restez avec nous pour les partis pris. On commence avec vous, David. On va s'intéresser au municipal. Et ce que vous nous dites, d'une certaine façon, c'est il y a des stars, on les voit, on les entend, on commence à s'intéresser au municipal. Mais il n'y a pas que des stars. Mais elles sont là et elles font parler d'elles. Alors, que nous disent-elles ? Alors, mon parti pris, c'est que ces stars nationales sont l'arbre qui cache la forêt des municipales et la jungle des stars, puisque c'est un combat assez animal, au sens des animaux politiques qui s'engagent, cache la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que la tension monte, les esprits s'échauffent, les couteaux s'aiguisent autour de ces personnalités politiques de premier plan. D'abord parce que ce scrutin des 15 et 22 mars, c'est le dernier avant la présidentielle, c'est la dernière station avant 2027 et évidemment on va en tirer des conclusions pour la suite des opérations. Et voilà pourquoi les résultats pour certains seront décisifs. Bien sûr, le premier c'est Édouard Philippe. Est-ce qu'il pourrait perdre dans sa ville du Havre? Il y a un sondage récent d'OpinionWay qui le donne perdant en cas de triangulaire face aux candidats communistes. Dans ce cas-là, il serait contraint d'abandonner la course à la présidentielle puisqu'il a promis de le faire s'il mordait la poussière. De même, Renaissance, le parti de Gabriel Attal, s'apprête-t-il à subir une raclée à Annecy, Bordeaux et d'autres villes? Ça serait fort embarrassant pour l'ancien Premier ministre qui lui aussi est partant pour 2027 et serait bien embêté. À gauche, les socialistes vont-ils devoir se résoudre à faire alliance pour garder leur ville avec les insoumis, même en se bouchant le nez, qui sont devenus de moins en moins fréquentables depuis la mort de Quentin Derenque. À l'extrême droite, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella va-t-il confirmer sa poussée partout dans le territoire, en particulier en Méditerranée, avec les possibles conquêtes de Marseille, Toulon, Nice. À droite, les Républicains de Bruno Retailleau, autres candidats déjà déclarés, vont-ils perdre la seule grande ville qui leur reste? En l'occurrence, c'est Nîmes. Ça serait pas glorieux pour le patron de LR qui est engagé dans la course. Et dans ce cas-là, Rachida Dati, puisqu'on parle de star, mais en voilà une, pourrait-elle sauver l'honneur de LR en mettant fin à un quart de siècle de règne socialiste à Paris? Bien sûr, tous ces enjeux ils seront importants, mais le casting clinquant de la campagne dans la capitale et dans toutes ces villes dont j'ai parlé, avec des stars nationales, et la tentation d'utiliser ces scores dans la perspective de 2027 ne doivent pas faire illusion. En réalité, l'essentiel, il est ailleurs, il est sur le terrain, au plus près des 34 875 communes de France, dans laquelle la majorité des électeurs n'ont que faire de ces calculs stratégiques et de ces vedettes de la politique nationale. Ça serait une erreur d'analyser ces résultats du 22 mars comme une simple répétition de 2027. Certes, je sais que vous allez me rétorquer, Elisabeth, parce que vous aimez rétorquer, que les élections intermédiaires sont toujours... Elle aime surtout la politique, je crois. Merci, vous avez raison. Merci, Pascal. Sont toujours un moment difficile à passer pour le pouvoir en place. C'était le cas en 2008 pour la droite sous Nicolas Sarkozy, en 2014 pour le PS sous François Hollande, mais en réalité, les électeurs ils se déterminent d'abord sur les enjeux locaux, les personnalités du cru. La preuve en un chiffre, en 2020, dans 90% des communes, les maires élus l'étaient sans la moindre étiquette partisane. Vous me direz que c'est des petites communes, c'est vrai, mais c'est 90% des villes. Alors oui, c'est un scrutin national, mais c'est d'abord plus de 30 000 élections locales avec ses configurations particulières, ses sortants, ses enjeux propres. Et oui, les sujets municipaux, c'est une affaire sérieuse. Ce sont ces sujets qui concernent la vie des Français, l'école, l'urbanisme, les espaces verts, le logement, les aides sociales, la culture, le sport, voire la sécurité, qui est une compétence de l'État, mais qui impacte bien sûr les maires. Et puis surtout, le maintien des services de proximité. Bref, la vraie vie. D'ailleurs, les municipales, ça a toujours été le scrutin le plus couru parmi les élections intermédiaires, même si cette participation, elle connaît une érosion continue depuis 40 ans. On est passé de 78%, on le voit à l'écran, de participation en 83 à 44 en 2020. Mais à l'heure où le discrédit frappe l'ensemble de notre personnel politique, le maire, c'est la figure qui s'en tire le mieux. Récente enquête du Cevipof, il demeure l'élu préféré des Français. 69% d'entre eux lui font confiance, contre seulement 42% pour les députés. Et ce sont 7 Français sur 10 qui affirment leur attachement à leur commune, comme si nos villes et leurs premiers magistrats constituaient dans le marasme généralisé une valeur refuge. Et donc, ma question, est-ce que
la mère de toutes les batailles, c'est pas vraiment ces élections locales, j'ai envie de conclure, municipal is beautiful. Ah, c'est un joli slogan, effectivement, que vous nous présentez. Puisqu'on parlait de Rachida Dati, ça a été annoncé depuis le début de l'émission. C'est Catherine Pégard, l'ancienne conseillère culturelle de Nicolas Sarkozy, puis directrice nommée par Emmanuel Macron, directrice du château de Versailles, qui avait été finalement d'ailleurs, après sa mission à Versailles, rapatriée entre guillemets à l'Élysée par Emmanuel Macron. C'est elle qui succède à Rachida Dati, puisque la ministre de la Culture a démissionné hier, assez près du premier tour. Dans le Money Time des municipales. Vous dites dans le Money Time. Dans le Money Time, comme on dit en basket. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, vous avez remarqué que les récents sondages la donnent plutôt en hausse. Il y a un sondage qui l'a donné, je crois, gagnante face à Emmanuel Grégoire en cas de duel. Ce qui n'est pas du tout assuré, puisque 5 candidats peuvent se qualifier actuellement pour le deuxième tour. Et selon vos informations, c'est elle qui a exigé de rester le plus longtemps possible au ministère de la Culture ? Je confirme. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu, qui avait annoncé un départ anticipé, n'a pas été écouté, n'a pas été exaucé. Visiblement, elle bénéficie encore d'un laisser-faire, laisser-aller de la part du président de la République, qui est quand même celui qui décide. Et elle a fait savoir qu'elle avait d'ailleurs reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron hier soir pour lui souhaiter bonne chance dans cette élection. Est-ce que ça lui portera chance ou pas ? Réponse, déjà une indication au soir du premier tour, puis le 22 mars évidemment. Pour le deuxième tour, elle sera normalement qualifiée. Pour le second tour des municipales. Qualifiée, ça fait aucun doute. Gagnante, ça va être extrêmement serré. Encore une fois, 5 candidats possibles, ce qui risque de troubler le jeu. Municipal is beautiful, elles vont être passionnantes. De toute façon. Pascal, à moins que vous ayez un mot à dire sur les municipales. Non, c'était les 90% sans étiquette qui m'a fait, parce que beaucoup dont du RN se présentent sans étiquette, sans faire apparaître sur leurs affiches aussi, et beaucoup d'autres partis, en l'occurrence, je sais plus comment ça va, c'est Renaissance toujours, le parti lié à Emmanuel Macron aussi. On est un peu je sais plus qui est qui, je me souviens plus de leur nom, mais ils effacent leur logo. Donc c'est souvent les sans étiquette, c'est toujours un peu ambigu. Alors attention, parce que ça c'est vrai que c'est une tradition, surtout de la part du pouvoir en place, de gommer un peu l'étiquette partisane. Les autres aussi. Mais ces 90%, ce sont des petites communes, 3000, 3500 habitants, et là les maires pour le coup n'ont pas d'affectation partisane. Non, là oui. C'est vraiment logique. L'immense majorité des élus et des candidats. Mais c'est intéressant, je suppose que tout le monde regarde, se disant de toute façon vaut mieux y aller, à poil, sans avoir un logo pour de parti qui pourrait plomber et la réalité vraie, c'est qu'ils sont tous un peu plombants, donc je comprends. Ça, c'est vous qui le dites. Pascal, alors à propos de plomber, si je puis dire, Stellantis annonce des pertes exceptionnelles, plus de 22 milliards l'année dernière, et vous nous dites, c'est un gadin, un gros gadin, mais ça n'est pas la fin. Oui, alors c'est un gadin en effet qui est lié aussi au contexte, en raison notamment de l'arrivée d'un nouveau dirigeant, c'était au printemps dernier, monsieur Antonio Filosa, qui arrive après Carlos Tavares. C'est alors, pas lui, hein. Non, 22 milliards d'euros, non, là c'est de la production pure et dure, 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles. Il faut un petit mot d'explication là-dessus, dont presque 16 milliards correspondent à des dépréciations. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une dépréciation. Ce que je veux vous dire tout de suite, c'est que c'est seulement 6,5 milliards d'euros de sortie de cash. Donc c'est pas 22 milliards d'euros qui sont perdus. Le conseil d'administration a donné l'impression de vouloir solder la séquence Tavares. Alors facile, puisque l'ancien président est parti, et le nouveau dirigeant qui arrive procède à ce qui est assez familier, si vous voulez, dans les entreprises où il y a une succession de cette nature, procède au grand nettoyage des comptes. On va tout passer, je résume les choses, on va passer toutes les pertes ou les pertes potentielles, le douteux, comme on dit dans le monde des affaires, sur 2025 pour ménager 2026 et les années suivantes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dépréciation d'actifs ? C'est d'abord une perte comptable. Ça n'est pas une sortie d'argent, ça n'est pas décaissable pour l'entreprise. Vous avez par exemple une entreprise, Elisabeth, et dans votre bilan, vous avez un actif qui est estimé à 1000. Bien. L'année suivante, pour tout un tas de raisons, parce que peut-être le produit se vend moins bien, parce qu'il a vieilli, votre actif ne représente que 800. Vous avez perdu 200, donc on parle dans le langage des affaires de write-off,
off à l'extérieur, c'est une perte définitive. Vous avez perdu 200. Un actif chez Stellantis, c'est la valeur immobilière d'une usine, oui, ça peut être le stock d'un appareil aussi. De production. Le stock, le stock de véhicules, ça peut être effectivement des usines. En général, c'est un actif corporel. Ça, c'est dans le bilan. Alors, Tavares restera quand même le dirigeant des grands succès. C'est-à-dire que aujourd'hui, Stellantis est en difficulté. Alors, j'entends déjà des gens nous dire ici ou là qu'on solde l'époque Tavares. Enfin, Tavares, il a fait tout ce qu'il a pu. Je vous rappelle quand même que quand il a pris Stellantis, l'entreprise était en situation de coma dépassé, pratiquement, hein, et il l'a sauvé. Alors, il y a des raisons strictement techniques, si vous voulez, liées au marché de l'automobile qui expliquent aussi ce mauvais résultat. On l'a oublié là également, mais Stellantis a été le premier sur le moteur électrique, la première grande entreprise automobile française à investir massivement dans la transition. Je vous rappelle le contexte là aussi. Tout le monde en Europe souhaitait que l'industrie automobile bascule du thermique à l'électrique. Et donc Stellantis a concédé des investissements important dans ce domaine. Le marché n'a pas été au rendez-vous. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Si les consommateurs veulent pas acheter d'électrique, on peut pas les prendre par la main, les emmener dans des concessions. On a déjà fait beaucoup d'efforts sur le plan tarifaire, mais ça n'a pas été le succès qui était attendu, et donc succès commercial insuffisant pour justifier notamment l'investissement des industriels. Deuxième exemple, Carlos Tavares s'était un peu brouillé avec le réseau des concessionnaires aux États-Unis. Il avait forcé les stocks. Tout le monde comprend ça. Vous avez une usine qui produit des voitures, c'est une marque. Elle a des concessionnaires. Une fois que les voitures sont chez le concessionnaire, c'est une vente pour elle. Donc sur le terrain comptable, c'est évidemment plutôt un avantage. Il s'est un peu brouillé avec le réseau des concessionnaires, et la conclusion, c'est que les ventes ont été relativement décevantes. Enfin, dans le domaine des actifs, malgré tout, parce que je veux pas enterrer une belle marque française, vous avez au crédit des dernières années le redressement spectaculaire d'Opel. Enfin, Opel, là aussi, on oublie, Opel était en situation de coma, peut-être même de mort clinique. Et Tavares redresse la boîte en moins de 18 mois. Alors c'est vrai, néanmoins, l'entreprise elle a un peu vieilli. Il faut expliquer les résultats d'aujourd'hui qui sont pas excellents. Il y a eu DS, vous vous rappelez, le retour de cette marque un petit peu mythique. Mais Stellantis s'est laissé dépasser par d'autres, notamment par Renault. Formidable Renault, avec un champion du marketing, des marques, le retour des voitures qui étaient un peu symboliques, emblématiques, la Renault 5 électrique, la 4L électrique. Enfin, un vrai succès commercial. Alors peut-être que donc Tavares c'était l'ingénieur qui était champion du monde dans le domaine de l'industrie, qu'il a été un peu moins dans le domaine du marketing, des marques et des modèles, mais la séquence est soldée, les comptes sont justes aujourd'hui, et je parie, Elisabeth, je prends les paris aujourd'hui, Stellantis aura d'excellents résultats en 2026 et en 2027. Voilà, et vous n'êtes pas du genre à voir toujours le verre à moitié plein, donc on le prend au sérieux, et on espère effectivement comme vous que les résultats seront meilleurs pour cette grande marque française. Abnous, avec vous on en vient, et ce sera votre parti pris à l'affaire Epstein, qui continue d'éclabousser tant et tant de personnalités, tellement le réseau est infini. Un mot pour dire que Hillary Clinton est en ce moment même entendue sur l'affaire Epstein, mais c'est Trump qui retient votre attention, et vous vous interrogez, est-ce que Trump est protégé ? A priori, je pourrais tout de suite dire oui, on en arrête là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est la radio nationale américaine, la NPR, qui avait publié le 23 février dernier une enquête révélant que le département de la justice américaine n'avait justement pas publié des dizaines de pages cataloguées dans ses propres fichiers. Ok, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre tout ça, donc on va essayer tous de comprendre ensemble. Je vais essayer d'être clair. Par ailleurs, la NPR, mais aussi le New York Times, CNN, Los Angeles Times révèlent que l'existence de 2 femmes distinctes, parce qu'on parle beaucoup d'une seule, qui accusent Trump dans les fichiers Epstein du FBI. Donc tout ce que je vous dis, c'est les fichiers du FBI, donc des femmes qui ont été auditionnées. Il y a une 3e femme, mais comme j'ai vraiment rien compris, je vous en parlerai quand j'aurai fini par comprendre. Alors, d'abord, ce que les fichiers déjà publiés, parce que si on comprend pas ce qui n'a pas déjà été publié, on comprend pas ce qui n'a
pas été publié. Bien Est-ce sûr. que vous me suivez Oui, jusque-là? c'est clair. Ok. 10 juillet 2019, quelques jours après l'arrestation d'Epstein à New York, une femme appelle la ligne d'urgence du FBI et déclare avoir été victime d'Epstein. La victime avait environ 13-15 ans au moment des faits, ok, survenu au milieu des années 80. 2 semaines plus tard, le 24 juillet 2019, des agents du FBI la reçoivent au cabinet de son avocat pour un entretien formel. C'est ce qu'on appelle un 302. Ça, j'ai appris ça. C'est dans le jargon du FBI, c'est le formulaire standard de compte rendu d'audition. Donc, tant que vous le détruisez, enfin, c'est très sérieux, quoi. Ça existe, c'est là, c'est physique. Ce qu'elle raconte, cette jeune femme, dans ce premier entretien, le seul rendu public, j'insiste, c'est qu'Epstein a répondu à une annonce de babysitting que cette jeune fille avait publiée en Caroline du Sud, et les abus auraient commencé quand elle avait 13 ans. Epstein a ensuite abusé de manière répétée dans une maison où il séjournait en Caroline du Sud. Lors de l'entretien avec les agents du FBI, elle montre une photo pour identifier Epstein, mais la photo est recadrée. C'est là que son avocat intervient en expliquant qu'elle a elle-même regardé les photos parce que elle craignait d'impliquer d'autres personnes, notamment des personnalités connues, par peur des représailles. Ceci est une citation. Les agents du FBI notent, donc ça a été publié, qu'il s'agit, je cite, d'une photo largement diffusée montrant Epstein avec Trump. Donc il est dans ce qui a déjà été, on voit cette photo, etc. C'est ici que l'affaire bascule. La NPR, donc la radio nationale américaine, a reconstitué à partir de 3 séries distinctes de numéros de séries tamponnés sur les documents le contenu probable de fichiers non publiés, puisque comme c'est des documents 308, ils ont tous des numéros, donc tout est disponible. Bah, vous regardez en bas le numéro, ils disent ah mais attendez, il y a des pages qui manquent. Au total, plus de 50 pages de matériel d'enquête catalogué par le département de la justice lui-même, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le département de la justice les a catalogués, répertoriés dans les registres de preuves communiqués aux avocats de Ghislaine Maxwell, sont absentes dans la base de données qui a été rendue publique. Est-ce que ça, c'est la radio qui a fait ce travail-là de recensement de toutes les notes officielles qui ne sont pas dans les dossiers. C'est ça. Et ce que confirme le New York Times, CNN et le Los Angeles Times. Le fait crucial est que le seul entretien publié est celui qui ne mentionne pas Trump. Sauf cette histoire de photos, mais comme c'est elle qui l'a découpé, on peut se dire, bon, c'est, voilà. Les 3 entretiens ultérieurs, ceux où logiquement la femme aurait détaillé son accusation contre Trump, sont les entretiens manquants. Ajoutant qu'un agent du FBI a écrit le 22 juillet 2025, soit une semaine avec la première vague de publications, vous savez, on avait eu un petit bout, machin, je cite, le nom de Trump apparaît dans les dossiers de l'affaire, une victime identifiée a formulé des accusations d'abus contre Trump, mais a finalement refusé de coopérer. D'accord ? La seconde femme, et c'est là où ça accentue, elle est un témoin clé du procès de Ghislaine Maxwell. Son témoignage a directement contribué à la condamnation de Ghislaine Maxwell à 20 ans de prison pour trafic sexuel en 2022. Le FBI l'a interrogée 6 fois entre septembre 2019 et septembre 2021. Dans le premier entretien, elle raconte les abus d'Epstein et de Maxwell qui ont commencé quand elle avait 13 ans. À un moment, elle raconte qu'Epstein l'a amenée à Mar-a-Lago, qui est donc la résidence, le club très select de Donald Trump, pour lui présenter Trump. La scène telle que rapportée dans le 302, donc les auditions du FBI, dit Epstein a dit à Trump, c'est une bonne 1. Je le fais très mal, mais vous avez l'idée. Le journaliste d'investigation Roger Sullenberger découvre en premier que l'entretien du FBI mentionnant cette scène, qui s'est passée à Mar-a-Lago, a été retiré de la base de données publique après la publication du 30 janvier. C'est-à-dire, on l'avait en juillet, et elle disparaît des 3 millions de documents qui ont été publiés le 30 janvier. Vous suivez? J'ai l'impression que vous suivez. Je suis concentré, mais je vous écoute. Les yeux, Après la publication de l'enquête du NPR, le département de la justice a remis en ligne certains fichiers, mais d'autres restent absents, dont un entretien avec la mère de la victime, de cette victime-là qui dit « Je suis allé à Mar-a-Lago avec Epstein et il m'a présenté Trump », qui déclare, je cite, « Un prince et Donald Trump rendaient visite à la maison d'Epstein, ce qui lui faisait penser à sa fille que si ces gens étaient là, comment Epstein pouvait être un criminel ?» Ce qui est, j'allais dire, la tactique de Epstein pour convaincre et pour rassurer et pour faire flipper, parce que non, il y a tellement de beau monde, comment je pourrais moi me battre contre cet homme? Le département de la justice affirme que ce fichier a été temporairement retiré pour des caviardages supplémentaires et sera remis en ligne prochainement, mais on ne sait pas encore quand. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Alors on s'est accroché et on a suivi, merci, mais ce qui m'intéresse c'est donc la question. Oui. Trump, tout ça, c'est parce que Trump est protégé
par le FBI et par le ministère de la Justice. Alors, Trump est quand même président des États-Unis et les gens du département de la justice, il les a quand même nommés. Donc, il est quand même possible qu'une certaine opacité existe autour des documents liés à Trump, alors que effectivement tous les autres noms sont jetés au pâture. Mais de toute façon, quand le département d'État a finalement pris la décision de sortir 3 millions de documents et il y en a 3 millions d'autres qui attendent d'être publiés, c'était pour, comme on dit, noyer le poisson. Est-ce qu'à votre avis, ça sortira un jour sous la présidence de Trump. Moi, je suis historienne à la base. Ce que je sais, c'est que tout finit par sortir. Oui, mais sous la présidence de Trump. Non. Faut pas non plus exagérer, je pense. Sûrement. Mais je pense pas. Mais on aura des histoires comme ça où le nom traîne et où, par rapport aux documents du FBI, on aurait retrouvé. Oui, c'est possible, mais d'avoir, j'allais dire. Tout le paysage complet de il était là, il a vu telle jeune fille a été violée à 13 ans, etc. Ça, je pense qu'il faudra attendre. Mais disons, quand vous avez 6 millions de documents à peu près qui vont finir voilà, il va falloir un temps infini pour les voir. On saura tout d'ici 10, 15 ans, si vous voulez vraiment toute l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose là, et ce qui est normal, on est extrêmement concentré sur, disons, l'aspect sexuel de la chose. Mais derrière ça, je pense qu'il y a des affaires d'espionnage et d'argent, de conflits d'intérêts, d'argent public qui ont changé de main, de documents confidentiels d'État qui ont permis des trucs privés. Bref, tout ça... D'enrichissement personnel. Exactement. Trump est-il protégé? La réponse d'Abnous, oui. Merci beaucoup.